ton fils avoue maintenant ou il est banni de cette famille. C'est ce que mon père a jeté sur la table après que mes parents ont accusé mon fils de 14 ans du vol de 5 000 €, alors qu'ils savaient très bien que c'étaient les enfants de mon frère les coupables. Mon fils est devenu livide. Je n'ai pas crié. J'ai simplement regardé mon frère et j'ai parlé. Mon fils me regardait comme un enfant regarde la seule personne dans la pièce capable de le sauver. Pas avec des mots, pas avec des pleurs, mais avec des yeux qui disaient « Ils mentent, tu le sais, s'il te plaît ne les laisse pas me faire ça. » Il avait 14 ans. Il se tenait dans une pièce remplie d'adultes qui avaient déjà rendu leur verdict, et l'expression de son visage est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit à mon frère. Pas par colère, mais parce que mon fils me faisait confiance pour être le seul adulte dans cette pièce à choisir la vérité plutôt que le confort familial. Je m'appelle Julien. Mon fils Lucas a 14 ans. Il joue au basket au club local. Il a de bonnes notes, autour de 15 sur 20. Il me demande encore parfois de vérifier sous son lit, même s'il mourait de honte avant de l'avouer à ses copains du collège. Ce n'est pas un voleur. Mais un dimanche soir de novembre, il se tenait dans le salon de son grand-père pendant que 4 adultes décidaient qu'il en était un, et le système qu'ils utilisaient pour le condamner était le même que celui qu'ils utilisaient contre moi il y a 30 ans. Laissez-moi vous parler de la première fois où je me suis tenue dans cette pièce. J'avais 11 ans. C'était un samedi matin de septembre, le genre de matin où l'air est juste assez frais pour donner envie de sortir. Mon frère Benoît lançait une balle de baseball dans le jardin avec son ami Damien. Il lançait fort, comme le font les garçons de 11 ans pour s'impressionner. J'étais à l'intérieur, à la table de la cuisine, en train de lire un livre sur l'astronomie. Je me souviens du livre parce que je me souviens de chaque détail de ce matin-là. J'ai entendu le fracas depuis la cuisine. Du verre et quelque chose de lourd percutant le béton. Je suis allé à la porte du garage et j'ai regardé. La fenêtre du garage avait un trou de la taille d'une balle au centre. Des fissures partaient du trou vers chaque coin comme une toile d'araignée. Du verre jonchait le sol. La balle était au milieu des débris, tournant encore légèrement. Mon père est descendu. Il portait son polo du week-end. Il a regardé la fenêtre. Il a regardé la balle. Il a regardé le verre. Puis il a posé une seule question, qui a fait ça? Benoît se tenait à 1 mètre du verre brisé. Il avait son gant à la main. Damien était derrière lui, se dirigeant déjà vers le portail avec l'allure d'un gosse qui ne voulait pas être mêlé à ce qui allait suivre. J'étais dans l'encadrement de la porte de la cuisine, à 3 mètres de là, tenant mon livre sur le système solaire. Mon père m'a regardé. Pas Benoît, pas le gant, pas Damien. Moi. Le gosse avec le livre. Je le savais, a-t-il dit. J'ai ouvert la bouche. J'ai dit, papa, j'étais à l'intérieur tout le temps. Ne commence pas, je lisais. Je n'ai même pas mis un pied dehors aujourd'hui. J'ai dit, ne commence pas, c'était fini. L'enquête était bouclée. 2 phrases de ma part, 2 silences imposés par lui. Mon père n'avait pas besoin de preuves. Il avait besoin d'un coupable, et le coupable, c'était toujours moi. La fenêtre a coûté 200 €. Mon argent de poche a été supprimé pendant 3 mois. 12 semaines sans un centime pour une fenêtre cassée alors que je lisais un livre à 3 mètres de là. Benoît n'a jamais dit un mot. Il est resté là avec son gant à la main, la balle à ses pieds, et a regardé notre père amputer mon avenir. Ma mère était devant l'évier de la cuisine. Elle voyait le jardin par la fenêtre au-dessus de l'évier. Elle avait vu qui lançait la balle. Elle savait. Elle a essuyé une assiette. Elle l'a rangée dans le placard. Elle a laissé la sentence tomber. Quand j'avais 16 ans, la voiture de mon père a été rayée dans l'allée. Une longue marque blanche sur le côté passager. Benoît avait organisé une fête pendant que nos parents étaient partis pour le week-end. Je n'étais pas à la fête car je travaillais pour mon job d'été. Un des amis de Benoît avait rayé la voiture avec le guidon de son vélo en partant. Mon père est rentré le dimanche soir, a vu la rayure et m'a regardé. Pas Benoît. Moi, parce que je venais d'avoir ma conduite accompagnée. Ce permis provisoire était la seule preuve dont il avait besoin.
Comment as-tu rayé la voiture? Je ne l'ai pas fait. C'est toi qui conduis en ce moment. J'étais au travail samedi. Je peux te montrer ma fiche de pointage. Dis-moi juste ce qui s'est passé. Il ne voulait pas la vérité. Il voulait une direction. J'ai payé la réparation avec l'argent de mon job d'été. 340 €. J'ai appris la vérité 2 ans plus tard lors d'une soirée de remise de diplôme. La sœur de Damien est venue vers moi et m'a dit, « Tu sais que c'est Damien qui a rayé la voiture de ton père, n'est-ce pas? » Il l'a dit à tout le monde. Elle le disait comme si c'était de notoriété publique. Comme si tout le monde savait. Tout le monde, sauf le gosse qui avait payé. Je me souviens de ces moments non pas comme de mauvais jours, mais comme d'un entraînement. Ma famille m'a entraîné à être celui qui absorbe le blâme. Mon frère a été entraîné à me laisser faire. Et mes parents étaient les entraîneurs qui répétaient les exercices jusqu'à ce que le schéma soit si fluide qu'il ressemblait à la gravité. On ne remarquait même plus la direction des accusations. C'était juste l'ordre des choses. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce mois de novembre. C'était un dimanche ordinaire, ou c'était censé l'être. Ma femme Cécile et moi sommes allés chez mes parents avec Lucas pour ce que nous pensions être un dîner normal. Un bœuf bourguignon. Le match à la télé. L'habituel. Nous nous sommes garés dans l'allée à 16h30. La voiture de mon frère était déjà là. C'est la première chose que j'ai remarquée. Benoît arrive toujours en retard. Il habite à 40 minutes et traite les horaires comme de simples suggestions. Mais là, sa voiture était garée, le moteur froid, les vitres déjà embuées. Il était là depuis un moment. Cécile m'a regardé, Benoît est en avance. J'ai remarqué. C'est bizarre. Ouais. Lucas était sur la banquette arrière avec son casque autour du cou, regardant son téléphone. Un ado de 14 ans normal, un dimanche normal. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'était le salon. Nous sommes entrés par la porte d'entrée et les meubles avaient été déplacés. Le canapé était poussé contre le mur. Les fauteuils étaient disposés en demi-cercle face à une chaise seule au centre de la pièce. Ce n'était pas une disposition pour regarder le match. Pas une disposition pour l'apéro. C'était une disposition de tribunal. Quelqu'un avait déplacé les meubles avant notre arrivée. Ma poitrine s'est serrée. Je ne savais pas encore exactement ce qui se passait, mais mon corps le savait. Mon corps se souvenait de cette pièce. Mon corps se souvenait de s'être tenu exactement au même endroit à 11 ans pour être interrogé sur une fenêtre que je n'avais pas cassée. La mémoire musculaire de l'accusation a commencé avant même que mon cerveau ne comprenne. Mon père se tenait près de la fenêtre. Pas assis, debout, les bras croisés, ses lunettes de lecture sur le sommet de la tête. La posture d'un homme qui avait pris une décision et attendait que la dernière personne arrive pour la délivrer. J'avais déjà vu cette posture. C'était sa posture de verdict. Sa posture du « j'ai quelque chose à dire et vous allez m'écouter ». Ma mère était dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les mains jointes devant elle. Elle a regardé Lucas quand nous sommes entrés. Un regard furtif. Puis elle a détourné les yeux. Ce regard, sa rapidité, l'évitement qui a suivi cela m'a tout dit avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Benoît était assis sur le canapé avec sa femme Élodie. Installé. Confortable. La posture de gens qui étaient là depuis assez longtemps pour avoir dépassé la phase des politesses. Leur fils Matteo était au bout du canapé avec son téléphone. Il a levé les yeux quand Lucas est entré. Leurs regards se sont croisés une seconde. Puis Matteo a replongé sur son écran. Aucune surprise sur le visage de Matteo. Aucune. Un ado de 16 ans dans une pièce avec des meubles déplacés et des adultes tendus, et il n'avait pas l'air confus. Il n'avait pas l'air curieux. Il avait l'air de quelqu'un qui savait déjà ce qui allait se passer. Parce qu'il avait été briefé. J'en suis sûr maintenant. Quelqu'un lui avait dit de quoi parlait cette réunion et il s'était assis sur ce canapé en attendant que mon fils franchisse la porte. Cécile m'a serré le bras. Elle le sentait aussi. L'atmosphère était viciée.
J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas. Qu'est-ce qui se passe? Mon père n'a pas répondu à ma question. Il a répondu à une autre, celle qu'il avait déjà tranchée. 5 000 € ont disparu de mon bureau à l'étage. C'était dans une enveloppe dans le tiroir du haut. Tout le monde dans cette famille était dans cette maison dimanche dernier. Je veux savoir qui les a pris. Il a dit, qui les a pris, mais ses yeux étaient fixés sur Lucas. Pas sur la pièce, sur mon fils. La direction avait déjà été choisie. Je dois m'arrêter ici pour vous parler du dimanche précédent. Car la chronologie est la partie que personne dans cette pièce ne voulait examiner. 7 jours plus tôt, toute la famille était chez mes parents pour l'anniversaire de ma mère. Un après-midi décontracté. Les adultes étaient en bas. Les enfants étaient à l'étage. Sauf qu'ils n'étaient pas tous les deux à l'étage tout le temps. Lucas était au sous-sol. Il avait apporté son ordinateur portable de gamer et jouait en ligne avec son ami Théo. Les journaux de bord du jeu, que j'ai vérifiés plus tard cette nuit-là, montrent une activité continue de 14h45 à 16h10. Il n'a jamais quitté le sous-sol. Il n'est jamais monté. Il n'est jamais allé près du bureau. La preuve de son innocence était sur un serveur tout ce temps. Personne n'a pensé à la chercher car personne n'était intéressé par son innocence. Matteo, lui, est monté à 15h15. Il a dit à sa mère qu'il allait aux toilettes. Il est redescendu à 15h37. 22 minutes pour un passage aux toilettes qui en prend 3. Les toilettes sont au bout du couloir à l'étage. Le bureau de mon père est à 4 mètres de la porte des toilettes. Le bureau est contre le mur. Le tiroir n'est pas fermé à clé. Il ne l'a jamais été en 30 ans car mon père croit qu'un tiroir verrouillé chez soi est un signe de méfiance. 22 minutes, et personne n'a posé de questions. Je sais pour les 22 minutes parce que j'étais dans le garage en train de réparer une étagère pour ma mère. Je suis entré pour boire de l'eau à 15h20. Je suis passé par la cuisine et j'ai remarqué que la lumière du couloir à l'étage était allumée. Je pouvais voir du bas de l'escalier que la porte des toilettes était ouverte. Les toilettes étaient vides. La porte du bureau était fermée. Je n'y ai pas pensé sur le moment. Pourquoi l'aurais-je fait? Mon neveu était à l'étage pour les toilettes. C'est ce qu'il disait. C'est ce que tout le monde croyait. 4 jours après l'anniversaire, Matteo a posté de nouvelles baskets sur son Snapchat. Des chaussures à 280 €. Il a 16 ans. Il n'a pas de boulot. Son argent de poche est de 30 € par semaine. Personne dans la famille ne s'est demandé d'où venait l'argent. Mon frère a vu les baskets. Il a interrogé Matteo. Matteo a dit qu'un ami les lui avait données. Mon frère a accepté la réponse sans poser de questions supplémentaires car creuser signifierait trouver quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Matteo a aussi payé le déjeuner à 2 amis dans un restaurant près du lycée. Un de ses amis l'a dit à sa mère, qu'il a mentionné à ma femme Cécile à la sortie de l'école. Cécile me l'a dit. La chaîne de preuves était là tout le temps. Personne dans la famille ne l'a suivi car personne ne regardait dans cette direction. Et puis il y a ce que ma mère savait. Elle a vu Matteo compter de l'argent liquide dans la cuisine 2 jours après l'anniversaire. Elle lui a demandé d'où ça venait. Il a dit, l'argent de mon anniversaire. Son anniversaire est en avril. On était en novembre. Elle n'a pas insisté. Elle a trouvé un ticket de caisse dans la poche de la veste de Matteo en faisant la lessive. Une addition de restaurant de 47 € datée du mardi suivant la disparition de l'argent. Elle l'a remise dans la poche. Elle n'en a parlé à personne. La veille de la réunion au salon, elle m'a appelé. Sa voix était bizarre, prudente d'une manière qui ne collait pas à ses mots. Elle a dit, demain, ton père veut parler de l'histoire de l'argent. Tu sais, passe nous voir et on réglera ça. Elle ne m'a pas prévenu que Lucas serait accusé. Elle n'a pas dit d'apporter des preuves. Elle a dit, on réglera ça, ce qui signifiait que le règlement avait déjà été fait au détriment de mon fils. Retour au salon. Mon père a regardé Lucas et a prononcé la phrase que j'entendrai dans ma tête pour le reste de ma vie, ton fils avoue ou il est banni de cette famille.
Il l'a dit comme un verdict, pas comme une question. Les mots sont sortis de manière fluide, trop fluide. Les pauses étaient contrôlées. Le rythme était égal. Il avait répété cette phrase. Il l'avait pratiquée dans sa tête, peut-être à voix haute avant notre arrivée. Le ton était trop parfait pour être spontané. Il a désigné la chaise au centre de la pièce. « Assieds-toi. » Lucas m'a regardé. « Non, tu n'as pas à t'asseoir, ai-je dit. » La voix de mon père s'est faite tranchante, « C'est ma maison, et c'est mon fils. » L'atmosphère est devenue oppressante. Benoît a bougé sur le canapé. Élodie regardait le sol. Les mains de ma mère se joignaient et se déjoignaient. Mathéo a levé les yeux de son téléphone une demi-seconde avant de les rabaisser. Personne n'a contesté l'ultimatum. Personne n'a dit « Attendez, a-t-on des preuves ?» Personne n'a dit « Écoutons sa version ». Le silence après la phrase de mon père était le second verdict. La pièce avait déjà décidé. Mon frère a pris la parole ensuite. Il a utilisé sa voix raisonnable, celle que j'entends depuis que nous sommes gamins. Le ton calme et mesuré d'un homme qui a passé sa vie à simuler l'équité pour n'avoir jamais à la pratiquer. Écoute, je ne dis pas que quelqu'un est coupable. Essayons juste de comprendre ce qui s'est passé. Parfait, ai-je dit. Et si on commençait par demander où tout le monde se trouvait entre 15h15 et 15h37 dimanche dernier? C'est étrangement précis. Ce sont les 22 minutes où ton fils était à l'étage. Il était aux toilettes. Pendant 22 minutes? Il a parfois des problèmes de digestion, tu le sais bien. Je suis passé devant les toilettes à 15h20. La porte était ouverte. La pièce était vide. Ton fils n'était pas là. La porte du bureau était fermée. La mâchoire de Benoît s'est contractée. Sa voix raisonnable a commencé à se briser. Qu'est-ce que tu insinues? Je dis que les toilettes étaient vides et que le bureau était fermé, et que ton fils était quelque part entre les deux pendant 22 minutes, et que personne dans cette pièce ne l'a interrogé à ce sujet. Parce que ce n'est pas une question sur Mathéo. 5 000 € ont disparu d'un bureau situé à 4 mètres de l'endroit où se trouvait ton fils. Il s'agit de quiconque se trouvait près de ce bureau. Enfin, et la seule personne à proximité, c'était Mathéo. Mon père est intervenu, ça suffit. L'argent était dans mon tiroir et je vous dis ce que je crois qu'il s'est passé. Ce que tu crois n'est pas une preuve, papa. Ce que je te montre, c'en est une. Élodie a parlé pour la première fois, peut-être que l'argent a juste été égaré. Peut-être que personne ne l'a pris. Le rideau de fumée, la porte de sortie, la petite voix douce offrant une version où tout le monde rentre chez soi et personne n'a à regarder les baskets aux pieds de son fils. Il n'a pas été égaré, Élodie. Il était dans une enveloppe dans un tiroir. Les enveloppes ne s'égarent pas toutes seules. Quelqu'un a ouvert ce tiroir et l'a prise. La question est de savoir qui était près du tiroir, et la réponse, c'est ton fils. Elle a regardé Benoît. Benoît a regardé le sol. J'ai regardé Lucas. Il était blême. La couleur avait quitté son visage par zones, partant de la mâchoire pour remonter. Il avait regardé son grand-père d'abord, puis son oncle, puis sa grand-mère. Il scannait la pièce à la recherche d'un seul visage qui pourrait le défendre, d'un seul adulte qui dirait « Attendez une minute ». Il n'en a trouvé aucun. Puis il m'a regardé, moi, en dernier. Il a laissé à chaque autre personne dans la pièce une chance d'être celle qui dirait « Stop ». Aucun d'eux ne l'a saisi. Et quand il s'est tourné vers moi, ses yeux disaient tout ce qu'un enfant de 14 ans ne peut pas mettre en mots. Ses mains tremblaient. Il les a mises dans ses poches pour le cacher. Je l'ai vu quand même. Je me tenais dans ce salon et j'avais de nouveau 11 ans. Même pièce, même tapis, même fenêtre, même père debout contre le mur les bras croisés, même frère assis sur le canapé à ne rien dire d'utile, même mère dans l'encadrement de la porte à laisser faire. La seule différence, c'était le gamin. Il y a 30 ans, c'était moi. Ce soir, c'était mon fils. Même système, cible différente, et j'ai décidé, dans les 3 secondes entre le regard de Lucas et ma respiration suivante, que le système mourrait ce soir.
J'ai regardé mon frère, pas mon père. Mon frère. Parce que mon père suit un schéma qu'il a installé il y a des décennies et qu'il ne verra peut-être jamais clairement. Mais mon frère sait. Il a toujours su. Ton fils était à l'étage pendant 22 minutes. Le trajet pour les toilettes prend 3 minutes. Le bureau est à 4 mètres de la porte des toilettes. Il porte des baskets à 280 € qu'il a achetées 4 jours après la disparition de l'argent. Il n'a pas de boulot. Il touche 30 € par semaine, et tu restes assis là à laisser un gamin de 14 ans porter le chapeau. J'ai fait une pause. Regarde-moi et dis-moi que tu ne sais pas. Le visage de Benoît est passé par 3 étapes. D'abord, la simulation de la confusion, les sourcils froncés, le léger hochement de tête, l'air du « mais de quoi parles-tu » qu'il utilise depuis que nous sommes petits. Deuxièmement, la réalisation que le jeu ne marchait pas, que la pièce ne suivait plus, que j'avais des chiffres et lui seulement des expressions. Troisièmement, quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de mon frère, le regard d'un homme qui s'est tenu derrière un mur et qui vient de réaliser que le mur est en verre. Il n'a pas répondu. Je me suis tournée vers l'assistance. J'ai sorti mon téléphone. Lucas était au sous-sol en train de jouer en ligne de 14h45 à 16h10. Voici les historiques du serveur. Activité continue. Il ne s'est jamais déconnecté. Il n'est jamais monté. Il n'est jamais allé près de ce bureau. J'ai tendu l'écran vers mon père. Il l'a regardé. Il n'a pas pris le téléphone. J'ai fait glisser vers l'écran suivant, le post Snapchat de Mathéo, les baskets, horodatées, 280 €. Ça a été posté 4 jours après la disparition de l'argent. Mathéo n'a pas de boulot et reçoit 30 €. Qui a payé pour ça? La pièce était totalement figée. Puis j'ai regardé ma mère. Elle était dans l'encadrement de la porte, les mains jointes, son visage figé dans l'expression qu'elle utilise quand elle veut devenir invisible, l'expression d'une femme qui espère que personne ne lui demandera rien. Tu as vu Mathéo compter du liquide dans la cuisine. Tu lui as demandé d'où ça venait. Il a dit l'argent de son anniversaire, en novembre. Son anniversaire est en avril, et tu n'as pas insisté. Son visage a changé. Tu as trouvé un ticket de caisse dans sa poche, 47 € au restaurant, daté du mardi après la disparition, et tu l'as remis dans sa poche. Tu n'en as parlé à personne. Elle a desserré les mains, puis les a resserrées. Tu avais la preuve entre les mains, maman. Tu l'avais littéralement entre les mains, et tu l'as remise dans sa poche pour laisser papa traîner mon fils dans cette pièce. Ma mère a regardé le sol. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas expliqué. Elle a juste regardé le sol comme on regarde le vide quand le terrain sur lequel on a bâti sa défense s'est effondré. Je me suis tournée vers mon père. Je me suis assis dans cette même pièce quand j'avais 11 ans. Tu m'as accusé pour la fenêtre que Benoît avait cassée. J'étais dans la cuisine en train de lire un livre. Benoît était à 1 mètre de la vitre avec un gant à la main. Tu m'as regardé et tu as dit, je le savais. J'ai payé pour cette fenêtre avec 3 mois d'argent de poche. Mon père a décroisé les bras lentement. Je me suis assis ici à 16 ans quand tu m'as accusé pour la rayure sur ta voiture. C'est l'ami de Benoît qui l'avait fait avec son vélo, je l'ai appris 2 ans plus tard. J'ai payé 340 € pour une réparation avec laquelle je n'avais rien à voir. La pièce entendait cela pour la première fois. Élodie a regardé Benoît. Benoît a regardé ses mains. J'ai 38 ans, et je me tiens dans la même pièce en train de regarder mon fils se faire accuser par le même homme, protégé par le même silence et condamné par le même système qui a décidé que j'étais coupable avant même de poser une seule question. J'ai laissé un silence. Cette famille n'a qu'un seul système, accuser le gamin qui ne se défendra pas et appeler ça de la justice. Ça a marché sur moi pendant 30 ans. Ça ne marchera pas sur mon fils. Le visage de mon père a fait quelque chose que je n'avais jamais vu. Son autorité ne s'est pas effondrée, elle s'est ramollie. Pas en excuse, mais en la confusion d'un homme dont le verdict vient d'être annulé par des preuves qu'il aurait dû trouver lui-même. Il a retiré ses lunettes de son crâne et les a tenues à 2 mains comme s'il ne savait plus quoi faire de ses doigts. Mathéo a bougé sur le canapé. Il a ramené ses pieds sous lui.
Pas consciemment, mais comme quelqu'un qui cache quelque chose qu'il ne réalise pas qu'il montre. Les baskets ont disparu sous le rebord du canapé. Benoît s'est levé. Pas pour défendre son fils, pas pour s'excuser, mais pour partir. Il a pris sa veste et a dit, « On ne va pas faire ça. » « Assieds-toi, » ai-je dit. « Ton fils a subi ça. Le mien aussi. Maintenant, c'est ton tour. » Benoît m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Il s'est rassis. La pièce était brisée. Tout le monde le sentait. La structure que mon père avait construite pour cette soirée, les chaises, le verdict, l'ultimatum, tout était physiquement en place, mais l'autorité avait disparu. Le procureur était devenu l'accusé. Et les preuves pointaient là où personne ne voulait regarder. Et l'ado de 14 ans debout près de la porte, les mains dans les poches, était la seule personne innocente dans une pièce remplie d'adultes qui l'avaient trahi. Je me suis levée. J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas. J'ai dit, « Prends ton blouson. » Il s'est levé. Ses mains sont sorties de ses poches. Elles ne tremblaient plus. Nous avons marché vers la porte. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a dit, « Attendez. » La pièce a regardé un père et son fils partir sans rien faire. De la même manière qu'ils n'avaient rien fait quand le garçon était accusé. À la porte, la voix de ma mère est venue de derrière moi. Petite, tremblante. « S'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Je me suis retournée. « Tu avais un ticket de caisse dans la main, maman. Tu l'as remis dans sa poche. Tu as choisi. Maintenant, c'est moi qui choisis. » Je suis sortie. La porte s'est refermée derrière nous. Dans la voiture, Lucas est resté silencieux pendant 3 pâtés de maison. Puis il a fixé les maisons qui défilaient dans le noir par la vitre passager. Je conduisais et j'attendais parce que je savais que la question allait venir et je voulais qu'il la trouve à son propre rythme. « Papa, est-ce qu'il savait vraiment ?» J'ai serré le volant. « Oui, mon grand. Il savait. » Il est resté silencieux un autre moment. « Alors pourquoi m'ont-ils choisi ?» J'ai conduit encore un peu avant de pouvoir répondre. « Parce qu'ils nous ont toujours choisis. Et ce soir, c'était la dernière fois. » Il a hoché la tête. Il n'a pas pleuré. Il n'a rien demandé d'autre. Il a juste hoché la tête comme un enfant quand quelque chose qu'il ne voulait pas comprendre finit par s'imbriquer. Nous avons fait le reste du trajet en silence. Les retombées ont été rapides. Matteo a avoué à sa mère cette nuit-là. Pas par culpabilité, mais par panique. Il a vu les historiques de jeux et la capture d'écran Snapchat sur mon téléphone et a réalisé que son mensonge n'avait plus que quelques heures à vivre. Il a dit à Elodie qu'il avait pris l'argent dans le tiroir pendant que tout le monde était en bas. Il en avait dépensé une partie pour les baskets, les déjeuners et une console de jeux qu'il cachait chez un ami. Il lui restait 3200 € dans une boîte à chaussures dans son placard. Elodie a appelé Benoît. Benoît a appelé mon père. Mon père a exigé le remboursement. Et voici la partie qui me hantera plus longtemps que la scène du salon. La partie qui prouve le système mieux que tout ce que j'ai dit ce soir-là. Benoît a fait un chèque de 5000 €. Il l'a apporté chez mes parents le lendemain matin. Il l'a fait glisser sur la table de la cuisine. Mon père l'a pris et l'a mis dans le même tiroir d'où venait l'argent. C'était tout. Pas de réunion de famille. Pas de pièces préparées. Pas de demi-cercle de chaises. Pas d'accusation délivrée comme un verdict. Pas d'ultimatum. Pas de « avoue ou tu es banni ». Le gamin qui avait réellement volé l'argent a eu droit à une conversation discrète dans une cuisine et un chèque de son père couvrant les dégâts. Mon fils, le gamin qui n'avait rien volé, a eu droit à un procès. Matteo a eu un chèque. Lucas a eu une chaise au centre d'une pièce. Voilà le système. Ça a toujours été le système. Un ensemble de règles pour l'enfant de Benoît, un autre pour le mien. Et la différence entre ces 2 poids 2 mesures résume toute l'histoire de ma famille en une seule phrase. Mon frère m'a envoyé un message une semaine plus tard, on peut en parler ? J'ai répondu, parle à ton fils. C'est lui qui a volé.
C'est moi qui l'ai prouvé. C'est toi qui as regardé faire. Il n'a plus jamais écrit. Mon père m'a appelé 3 jours après le salon. Sa voix était différente, plus petite. L'autorité qui avait défini chaque conversation que j'avais jamais eue avec cet homme avait disparu. J'ai peut-être tiré des conclusions hâtives. Tu n'as pas tiré de conclusions hâtives, papa. Tu as atterri sur la même conclusion sur laquelle tu atterris depuis 30 ans. La fenêtre, la voiture, l'argent. À chaque fois, la même direction. La seule chose qui a changé cette fois, c'est que quelqu'un a fini par résister. Il est resté silencieux. Tu as dit à un garçon de 14 ans d'avouer quelque chose qu'il n'avait pas fait ou de perdre sa famille. Tu as dit ces mots à un enfant dans une pièce remplie d'adultes qui savaient mieux que lui et qui n'ont rien dit. Tu n'as pas demandé à Lucas où il était. Tu n'as pas vérifié l'emploi du temps. Tu as monté une mise en scène et pointé le gosse le plus facile à viser. Ce n'est pas une conclusion, papa. C'est une habitude. Je veux arranger les choses. Tu ne peux pas arranger les choses. Tu peux faire en sorte que ce soit différent à l'avenir. Mais mon fils va se souvenir de ce salon pour le reste de sa vie. Je me souviens de la fenêtre. Je me souviens de la voiture. Lucas se souviendra de la chaise. Il n'a rien ajouté. J'ai raccroché. Des semaines plus tard, il s'est présenté à ma porte. C'était en décembre. Il faisait froid. Il se tenait sur le perron, les mains dans les poches de son manteau, les épaules plus basses que je ne les avais jamais vues. L'homme qui se tenait près de la fenêtre les bras croisés pour rendre un verdict semblait être une personne différente sur mon porche dans l'air hivernal. Je veux parler à mon petit-fils. Il ne veut pas te parler. Julien, tu as dit à un gamin de 14 ans d'avouer un crime non commis ou de perdre sa famille. Tu as arrangé les meubles, papa. Tu as déplacé les chaises. Tu as installé le tribunal. Et tu as mis mon fils au centre sans la moindre preuve. J'ai fait une erreur. Tu as fait la même erreur 3 fois en 30 ans. Ce n'est pas une erreur. C'est une politique familiale. Et mon fils ne te doit pas une conversation simplement parce que tu as fini par remarquer que ta politique était injuste. Il est resté sur le perron un long moment. L'air froid circulait entre nous. Puis il s'est retourné et a marché vers sa voiture. Plus lentement que je ne l'avais jamais vu marcher. J'ai fermé la porte. Pas violemment, juste fermé. Noël est arrivé. Nous n'y sommes pas allés. Le matin même, j'étais dans la cuisine en train de faire du café quand mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai regardé l'écran pendant 3 sonneries avant de décrocher. La table semble vide, Julien. Elle semblait vide quand mon fils se tenait au milieu de ton salon en étant traité de voleur. Mais tu ne l'as pas remarqué parce que la personne qui se tenait là était la mienne et pas celle de Benoît. Elle est restée silencieuse longtemps. J'entendais mon père en arrière-plan. La télé, les infos, les bruits d'un matin de Noël normal dans une maison où plus rien n'était normal. Nous fêtons Noël à la maison cette année. Juste nous 3. Julien, ce n'est pas comme ça qu'une famille gère les choses. C'est exactement comme ça qu'une famille gère les choses quand l'autre option est de s'asseoir à une table avec des gens qui ont piégé un enfant de 14 ans et fait un chèque pour couvrir le vrai coupable. Tu avais un ticket de caisse dans ta poche, maman. Tu l'as trouvé dans sa veste et tu l'as remis. Tu as choisi le gosse le plus facile à blâmer parce que le gosse plus difficile avait un père qui aurait fait un scandale. Eh bien, j'ai fait le scandale. Et je le referai. Ton père veut parler. Je n'ai rien à lui dire que je n'ai déjà dit. Et Lucas non plus. J'ai raccroché. Cécile était dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle avait tout entendu. Ça va? Ouais. Non, ça ne va pas, non, mais ça ira. Elle s'est approchée, m'a pris dans ses bras et nous sommes restés là dans la cuisine un moment. Puis Lucas est descendu en jogging et maillot de basket et a dit, on commence à préparer les pommes de terre? Nous avons mis la table pour 3. Des serviettes en papier, pas de porcelaine, pas de centre de table, pas de plan de table imposé. Lucas a fait la purée. Il a mis trop de beurre et pas assez de sel, et elle était assez épaisse pour qu'une cuillère y tienne verticalement.
Nous l'avons mangé quand même, jusqu'à la dernière miette. La pièce était petite et chaleureuse, personne n'accusait personne, la nourriture n'était pas parfaite, et c'était le meilleur Noël que nous ayons jamais eu. Lucas est resté silencieux pendant des semaines après l'incident du salon. Pas en colère, pas renfermé, mais en train d'analyser. Ses notes n'ont pas changé. Son comportement n'a pas dévié. Il jouait toujours au basket après les cours. Il faisait toujours ses devoirs à la table de la cuisine. Il me demandait toujours de vérifier sous son lit même s'il prétendait le contraire. Mais il a arrêté de demander à aller chez papy. Il n'a pas fait de déclaration officielle. Il n'a pas dit « je n'y retournerai jamais ». Il a juste arrêté de demander. La question qui revenait un dimanche sur deux, « est-ce qu'on va chez papy ce week-end ?» a disparu de son vocabulaire. L'absence de cette question était plus bruyante que n'importe quelle dispute. Un soir, environ 3 semaines après le salon, il est entré dans la cuisine pendant que je préparais des pâtes. Il est resté dans l'encadrement un instant. Je sentais qu'il avait quelque chose à dire et qu'il hésitait. « Papa ? » ?»« Ouais. Si tu n'avais pas été là ce soir-là, j'aurais avoué. » J'ai posé ma cuillère en bois. Je me suis retournée. Pas parce que je l'avais fait, a-t-il dit, mais parce que je pensais que c'était le seul moyen pour qu'il me laisse rester. Grand-père a dit, avoue ou tu es banni. Et j'ai pensé, si je dis juste que c'est moi, peut-être qu'ils arrêteront de me regarder comme ça. Peut-être qu'ils me laisseront revenir pour le dîner du dimanche. Peut-être que tout redeviendra normal. Mes mains ont commencé à trembler. Je les ai posées à plat sur le plan de travail pour qu'ils ne le voient pas. Lucas, écoute-moi. Tu n'as jamais à avouer quelque chose que tu n'as pas fait. Ni pour eux, ni pour personne. Pas pour garder une place à une table qui n'est pas honnête avec toi. Je sais. Enfin, je le sais maintenant. Mais ce soir-là, debout dans cette pièce avec grand-père qui me fixait, oncle Benoît qui ne disait rien et mamie qui restait juste là, j'ai failli le faire. J'ai failli dire que c'était moi juste pour que ça s'arrête. Mais tu ne l'as pas fait. Non, parce que tu étais là. Tu étais la seule personne dans cette pièce qui me regardait comme si je disais la vérité. Et c'est la seule raison pour laquelle je n'ai rien dit. Il a pris une pomme sur le comptoir. Il est allé dans sa chambre. Je suis restée dans la cuisine, les mains à plat sur le granit et les yeux fermés pendant un long moment. Un enfant de 14 ans était prêt à plaider coupable pour quelque chose qu'il n'avait pas fait juste pour garder sa place dans une famille qui avait déjà décidé qu'il n'en méritait pas une. C'est ce que le système de mon père produit, non pas la justice, mais la soumission, non pas la vérité, mais la reddition. Une machine qui pousse les innocents à avouer juste pour pouvoir rester dans la pièce. J'ai brisé cette machine et je la briserai encore chaque jour pour le reste de ma vie. Des mois plus tard, Lucas travaillait sur une rédaction pour le collège sur le thème de la confiance. Il est venu dans la cuisine avec son ordinateur et l'a posé sur le comptoir. Tu peux lire la première phrase ? J'ai regardé l'écran. C'était écrit, la confiance, c'est quand quelqu'un vous croit avant d'avoir des preuves. Mon père est la seule personne que je connaisse qui fait ça. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai rien dit pendant 1 minute parce que je ne faisais pas confiance à ma propre voix. Puis j'ai rendu l'ordinateur et j'ai dit, c'est une très bonne phrase d'accroche. Il a hoché la tête et est retourné dans sa chambre pour continuer d'écrire. Il a eu un 16 sur 20. Cette phrase est restée gravée dans ma tête. 1 an plus tard, Lucas a intégré l'équipe première de basket. Il est rentré avec le maillot dans son sac et l'a brandi dans la cuisine avec un sourire qui le faisait paraître à la fois 10 ans et 20 ans. Nous avons fêté ça avec des pizzas, Cécile a pris des photos, et la soirée était joyeuse, facile et elle nous appartenait. Ce soir-là, Lucas m'a montré son téléphone. Un message de son grand-père. 3 mots, fier de toi. J'ai regardé le message. J'ai regardé mon fils. Qu'est-ce que tu veux faire de ça ? Lucas a fixé l'écran pendant un long moment. Son pouce survolait le message. Il l'a lu à nouveau. Puis il a posé le téléphone face contre terre sur la table de la cuisine et a dit « Rien ». J'ai hoché la tête.
Il a pris son ballon et est allé dans l'allée pour tirer des lancers francs avant la nuit. J'entendais le ballon frapper le goudron à travers la fenêtre de la cuisine. Régulier. Constant. Le son d'un gamin qui avait tourné la page sur quelque chose que la plupart des gens portent pendant des décennies. Le téléphone est resté face contre terre sur la table. L'écran s'est éteint. 3 mots posés dans une cuisine silencieuse, venant d'un homme qui avait eu sa chance de les dire en personne, dans un salon, un dimanche soir, à un garçon de 14 ans qui avait besoin de les entendre plus que n'importe quoi d'autre au monde. Il avait choisi de dire « à vous » à la place. Le ballon continuait de rebondir dehors. Régulier. Constant. Ne touchant que le filet. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous. On se voit dans la prochaine vidéo.